Maintenant, on vous présente Anat. Enfin, on vous la présente, mais tout le monde la connaît déjà un peu. Ça va que ce soit pas moi qui ai écrit ta présentation, sinon on aurait un CV sur quelle page. Alors, Anat, tu es psychologue clinicienne, diplômée de l'Université Paris, formée à la psychologie clinique, la psychopathologie et la neuropsychologie. Tu possèdes une expertise en gérontologie et en périnatalité. Tu interviens dans différents centres hospitaliers, en service de psychiatrie et en neurologie. Tu effectues également de la formation professionnelle. Tu es doctorante de l'Université Paris-Cité au sein de l'école doctorale de psychanalyse et de psychopathologie et membre du laboratoire CRPMS. Tu es aussi enseignante en psychologie au sein de l'IHSF. Actuellement, tu es en thèse sous la direction de Adèle Assous. Enfin, tu es fondatrice et présidente de l'Association des psychologues et des patients accompagnés, où tu mènes de manière engagée et active différentes actions autour de la promotion du soin psychique et son accès au plus grand monde. Excusez-moi, ça me fait rire, je n'étais pas du tout au courant de ce qu'on allait dire. Merci. Absolument. Du coup, je suis un peu perturbée. Donc, Swan a rajouté des petites choses dont je n'étais pas du tout au courant. Et comme chacun sait ici, j'aime bien tout maîtriser. Donc, voilà. Alors, moi, ma présentation aujourd'hui, elle va s'articuler autour des enjeux de la transmissibilité des écrits du psychologue. Je pense qu'en tant que psychologue, chacun d'entre nous a déjà été amené à faire des écrits, que ce soit des attestations suivies, que ce soit des comptes rendus, que ce soit des transmissions sur un logiciel informatique, sur du papier, des transmissions orales parfois, mais qui laissent une trace interne très forte, parfois pour le patient, parfois pour les professionnels. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aucun d'entre nous ne peut faire l'économie de réfléchir à quels enjeux peut-on mettre derrière la transmissibilité de nos écrits et la manière dont on cherche à transmettre. En tout cas, l'idée d'écrire sur ce sujet a émergé à la suite de plusieurs anecdotes que je vais essayer de vous partager au cours des années passées liées à ma pratique de la neuropsychologie, essentiellement en institution. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir traiter de tous les écrits possible du psychologue. Donc je vais axer ma présentation autour du bilan neuropsychologique qui, je crois, pousse à son paroxysme toutes les caractéristiques d'un écrit de psychologue. Alors le premier épisode, c'était il y a quelques années. On m'a demandé de réaliser un bilan neuropsychologique en psychiatrie dans le cadre d'un syndrome d'épuisement professionnel, consécutivement à la demande d'un neurologue. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu en neuropsychologie, c'est une demande quelque peu étonnante. Déjà, parce que dans le dossier médical du patient, il n'y avait aucune information sur un suivi, sur une pathologie neurologique. Je me suis dit, mais tiens, c'est très étrange, pourquoi il y a un neurologue en l'absence de pathologie neurologique ? Personne ne va avoir un neurologue dans la salle, sauf s'il a une pathologie neurologique. Donc je décide, avec un peu de curiosité mal placée, d'aller voir le psychiatre pour aller gratter quelques informations. Et le médecin lui-même me dit qu'il ne comprend pas trop. Enfin, pourquoi est-ce qu'il va avoir un neurologue ? On ne sait pas. Elle me dit juste, tiens, je te donne la prescription. Alors sur la prescription, il y avait écrit « Bilan neuropsychologique dans le cadre d'une suspicion de CEP ». C'est alors que j'ai compris que CEP n'était pas les initiales de syndrome d'épuisement professionnel, mais de sclérose en plaques. Deuxième épisode. J'ai eu l'opportunité à plusieurs reprises de faire des rebilantages de patients à distance de la première évaluation. Dernièrement, une dame m'a dit « Waouh, la dernière fois, j'ai seulement compris que j'avais des trucs qui fonctionnent bien, des trucs qui fonctionnent moins bien dans leur exécution. » J'avais en réalité restitué des troubles des fonctions exécutives, mais seul le champ lexical de ma restitution semblait avoir fait trace. Troisième épisode. Il y a quelques semaines, un psychiatre m'interpelle au sujet de mon patient HPI. Ne voyant pas de qui il s'agit, j'ai dû afficher une mine perplexe, qui a lancé ma collègue dans une description fort détaillée du physique du patient. Il m'a bien fallu quelques minutes supplémentaires pour comprendre comme de qui il s'agissait.
Elle m'a donné quelques précisions en cascade et enfin, j'ai pu identifier le patient en question. Donc, suite à un bilan neuropsychologique, j'avais observé que les épreuves complexes étaient mieux réussies chez ce patient que les épreuves simples. Je vous donne un exemple très simple. On a des épreuves qui sont assez connues, hein, le TMT et le Stroop. Alors, le TMT, c'est une épreuve où il faut relier des points entre eux. Dans la version A, on relie comme quand on était enfant, les chiffres dans l'ordre. Voilà. Ça ne vous donne pas de forme. On aurait pu, mais ça ne donne pas de forme. Dans la version B, il faut relier donc, tous les chiffres et des lettres entre eux, en alternant entre un chiffre et une lettre, et en respectant l'ordre des chiffres et l'ordre des lettres. Donc 1A, 2B, 3C, blablabla. Voilà. Il avait été ralenti au TMT-A, fait des erreurs au TMT-A, donc la version où il y a juste des chiffres à relier, et il avait parfaitement réussi, et très rapidement et sans erreur, la partie B. Je lui fais un Stroop, en lecture et en dénomination, il est ralenti, il fait des erreurs. En partie interférence, là, il fait aucune erreur, et il est même très très rapide. Face à ce constat, j'avais stipulé dans la conclusion qu'un bilan complémentaire serait à prévoir concernant les fonctions intellectuelles afin d'explorer un possible HPI. Du possible au probable à la certitude, il n'y a qu'un pas. En neurologie, 4e épisode, j'ai eu une discussion animée avec un médecin de service. Un bilan ayant été demandé dont les conclusions indiquaient l'hypothèse plus que probable d'une maladie neurodégénérative, allant dans le sens des comptes rendus d'imagerie cérébrale, une annonce diagnostique avait été faite à l'épouse du patient. Cette dernière a émis le souhait que le patient soit tenu dans l'ignorance du diagnostic. Bien que ça puisse paraître étonnant, ce n'est pas un fait rare. Le condamnant ainsi à la sensation de devenir fou face à ses propres ressentis internes. Le médecin avait choisi d'offrir sa complicité à l'épouse plutôt qu'au patient. Me connaissant, j'ai dû réagir avec passion, argumentant la nécessité de convaincre l'épouse, puisque le diagnostic appartient au patient, et si l'épouse n'était pas d'accord, de toute façon, le patient était dans son droit d'information. C'est sur ce point exact que la discussion s'anima davantage. Le médecin et moi-même étions en plein désaccord, argumentant que c'était au médecin, pour le médecin, qu'il revenait d'arbitrer ce que le patient était ou non en mesure d'entendre et l'intérêt d'en faire l'annonce, y compris dans des cas de cancer. Je vous passe la fin de la discussion, nous n'étions pas d'accord, nous n'avons pas fini par être d'accord, mais je pense que chacun ici peut se saisir de mon positionnement bien à l'opposé de celui du médecin. Donc voici les points de départ de ma réflexion, de la compréhension entre collègues, d'un thérapeute à son patient, du souvenir à la trace psychique. Les enjeux de la transmissibilité semblent donc pluriels. Qu'est-ce que transmettre ? Transmettre, ça vient du latin transmittere, qui signifie envoyer par-delà, transporter, faire passer. Ce que j'essaye de faire là en ce moment. La transmission implique un émetteur, donc quelqu'un qui a un message, qu'il souhaite faire passer, et un destinataire à qui le passage est passé. Ce passage se fait nécessairement de manière asymétrique, puisque l'un se situe dans la position du sachant, et l'autre dans celui qui réceptionne ce savoir. Pendant longtemps, était considérée comme illégale la pratique de la psychologie par les non-médecins. À cette époque, l'autorité était pleinement détenue par le médecin face à son patient. Il faut attendre les années 90 pour que cette autorité commence seulement à être relativisée et que le patient soit de nouveau, en tout cas pour la première fois, reconnu comme quelqu'un de sachant. Or, la profession de psychologue, dans les années 90, était d'ores et déjà séparée de la profession de médecin. Et par nécessité, la profession de psychologue porte en elle les traces inconscientes de son histoire. C'est ainsi que le psychologue, lors de la situation de restitution d'un bilan, peut inconsciemment rejouer les enjeux liés à l'asymétrie de la relation patient-soigné. Jargonner, c'est d'ores et déjà marquer cette asymétrie. Le jargon, ça s'inscrit dans une dimension connotative du langage, c'est-à-dire que c'est un langage du dedans. Il marque une forme de dialecte entre professionnels. Si je jargonne avec mes collègues psy, en général, on se comprend à peu près. Et ça marque du coup une certaine connivence entre nous, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de forme d'appartenance. En ce sens, ce jargon marque ce sentiment d'appartenance à la profession, une forme d'identification communautaire. Nous voici sur la voie des identifications.
Mais il nous faut veiller à ne pas confondre identification et reconnaissance. En effet, dans la profession de psychologue, tout comme pour les médecins, la question de la reconnaissance par les pairs est importante. Et non sans rappeler la construction narcissique à l'adolescence qui s'adosse sur la reconnaissance par les pairs dans leur fonction réflexive. Les abréviations que nous pouvons utiliser sous couvert d'un gain de temps, la fameuse CEP, peuvent en réalité faire perdre énormément de temps à l'autre si le destinataire ne partage pas le même langage, comme nous avons pu l'illustrer en introduction. En effet, le psychiatre pour qui l'abréviation CEP signifie au quotidien syndrome d'épuisement professionnel n'avait pas fait le lien possible avec la sclérose en plaques, puisque lui-même sous l'emprise de son propre jargon professionnel. C'est non sans plaisir que la reconnaissance de cet acronyme me permit d'une certaine façon de me placer en sauveuse. Complice du neurologue. Toutes les deux, nous nous comprenions. Oui, mais au détriment du patient, qui lui avait attendu plusieurs mois pour obtenir un bilan, puisqu'il n'était pas considéré comme urgent. Et donc un diagnostic associé, et donc un traitement. L'opacité provoquée par le jargon vient bloquer la pensée commune. Il s'agit d'un langage d'initié, c'est un discours clivant, il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Et parmi ceux qui ne comprennent pas, il y a ceux qui osent le dire et ceux qui n'osent pas. Bon nombre d'individus, professionnels ou non, font plutôt partie de la catégorie de ceux qui n'osent pas le dire. Par ailleurs, la transmission implique des mécanismes spécifiques que nous allons tenter d'expliciter. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme de tradition. En effet, l'histoire de la transmission s'ancre dans les traditions, dans les mythes. Dans l'histoire de l'humanité, les traditions étaient d'abord transmises oralement. Or, s'approprier une histoire, une tradition, ça implique nécessairement une forme de digestion, de réappropriation et donc de transformation. Ce qui nous amène au second mécanisme, celui de la traduction, dont le risque est celui de trahir le propos, expression symbolisant le lien affectif basé sur la passation du message. Bon nombre de traducteurs soulignent ainsi leur crainte de trahir la pensée de l'auteur en passant d'une langue à l'autre, exprimant parfois leur attachement à l'auteur, parfois à l'œuvre, parfois à la langue. Certains mots empruntés à d'autres langues finissent ainsi par s'inviter dans notre propre langue afin d'éviter le plus possible de travestir le concept originel. C'est le cas par exemple de l'Übermensch de Freud, du caregiver, de la théorie de l'attachement, du travail de care, de la psychodynamique du travail et tant d'autres expressions de notre jargon professionnel. Cette crainte de travestir vient marquer la crainte de déformation, de transformation, de dénaturer, de défigurer. Nous voici dans un jeu bien connu sous le nom du téléphone arabe. Vaagnan utilise la métaphore de la passoire afin de symboliser le processus de transmission. La passoire doit de manière conjointe laisser passer et retenir. Si on imagine un plat de pâtes qu'on est en train de faire cuire, la passoire doit retenir les pâtes tout en laissant passer l'eau. Et donc je cite Vaagnan. Reste donc à savoir si elle n'en retient pas seule ce qui mérite d'être passé et donc qui n'a pas de passé. Comme Ricoeur le souligne, la transmission implique de fait une part d'interprétation, la traduction implique donc une nécessaire trahison. Qu'en est-il de la transmission chez le psychologue ? Alors, normalement la plupart d'entre vous sont très au fait du fait qu'on a un code de déontologie des psychologues. Et donc dans ce code de déontologie des psychologues, on trouve des informations liées à ce qu'il est possible ou non de transmettre. L'article 7 du code de déontologie des psychologues stipule que le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal. Le secret professionnel couvre donc tout ce que le psychologue a connaissance dans l'exercice de sa profession, ce qui lui est confié, comme ce qu'il voit, entend ou comprend. L'article 8 complète ce précédent article en spécifiant que les échanges entre professionnels doivent être réduits au strict minimum. Ce que transmet le psychologue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, se doit donc d'être pensé, et je reprends la formulation de Catherine Fourcq et Charlotte Costantino, tant concernant la forme, le contenu, que le lieu de l'expression. Lors d'un bilan, un entretien d'anamnèse est réalisé au préalable. Donc on rencontre le patient et on va essayer de comprendre son histoire, quels sont ses traumatismes, s'il y a de la consommation de drogue, d'alcool, quelle a été son enfance, son lien à l'école, etc. etc. L'anamnèse telle qu'on peut tous en réaliser.
Cet entretien, il va proposer un espace contenu dans le temps, puisque c'est en général un entretien unique, où peut être partagée l'histoire de l'individu dans toute sa singularité, dans l'objectif de mieux comprendre la plainte cognitive qu'il va exprimer et son expression clinique. Le sujet, qui accepte de se livrer, opère alors à une mise à nu rapide. Il transmet ce qu'il a de plus intime, bien souvent à un parfait inconnu, jusqu'à l'or. Le psychologue se trouve lors de la restitution écrite, tant de l'anamnèse que des résultats du bilan, face à une injonction paradoxale, c'est finalement rendre public une part d'intime. Un arbitrage est nécessaire afin de trier les informations qui nous ont été confiées. Cet arbitrage vise à distinguer les informations utiles à la compréhension du sujet dans sa globalité versus les informations nécessaires à l'argumentaire que constitue l'écrit. Qui nous amène finalement à nous questionner sur à qui s'adressent nos écrits. Selon le mode d'exercice du psychologue, la trace écrite est destinée à un public plus ou moins large. Le psychologue qui travaille en institution, lui, il se retrouve face à des obligations de tracer ses actes conformément aux recommandations de l'ANAS et de l'HAS. Ces transmissions sont réalisées en général via un logiciel de transmission qui offre la possibilité à tout le personnel soignant d'avoir accès au dossier médical. Par personnel soignant, on entend les aides-soignantes, les infirmiers, les médecins, les équipes de rééducation, etc. Mais il ne faut pas oublier que le dossier médical, il appartient avant toute chose au patient lui-même, chose que parfois les équipes ont du mal à se souvenir. Parce que le patient, il peut demander l'accès à son dossier médical et à tous les écrits qui ont été produits à l'intérieur. Ce qui fait la spécificité de ce mode d'exercice, c'est finalement la question de la demande. Qui est à l'origine de notre rencontre avec le patient? Est-ce que c'est le patient lui-même ou c'est quelqu'un d'autre? Si je prends l'exemple de ma pratique en clinique en service de neurologie, lorsque je reçois une demande, en général c'est sur un logiciel de demande, hein, le même que le logiciel de transmission, je reçois une prescription. Ça peut peut-être choquer certains, mais ça se fait un peu comme ça. Sur lequel il y a des informations très succinctes comme le nom, le prénom, le numéro de chambre du patient et la demande spécifique du médecin. N'allons pas nous mentir, parfois c'est pas clair. Ça peut donner bilan, de quoi je ne sais pas, bilan cognitif, un peu plus précis, bilan neurocognitif, pareil, voilà. Et parfois prise en charge. Voilà. Donc lorsque je reçois cette demande, c'est à moi de me déplacer dans la chambre du patient, de m'inviter chez lui finalement, dans son espace, afin de lui fixer un rendez-vous. Le demandeur dans cette situation, ce n'est pas le patient, c'est moi. Bien qu'il soit en mesure d'accepter ou de refuser de se prêter à l'exercice du bilan. Le compte-rendu est alors adressé prioritairement au médecin. Pour être honnête, je jargonne. Je suis pas sûre parfois que le médecin comprenne. C'est pas si mal parfois aussi. C'est mon réveil de 15h30, c'est l'heure du goûter. Et aux autres professionnels de la clinique, notamment les rééducateurs, qui eux vont pouvoir orienter en fait la prise en charge grâce à mes conclusions. C'est-à-dire que s'il y a un trouble des praxis, je vais plutôt orienter sur l'ergothérapeute. S'il y a un trouble du langage, c'est plutôt l'orthophoniste, etc., etc. Ce qui va permettre d'orienter la réadaptation du patient. En exercice libéral, la question n'est pas la même. Si la question de la demande, elle se pose également, il semble évident que l'interlocuteur privilégié, c'est le patient lui-même. Si le patient peut être demandé par un autre professionnel, le patient va quand même jouer un rôle actif, bien plus qu'en institution. C'est lui qui prend rendez-vous, c'est lui qui se déplace, c'est donc à lui directement que je restitue en premier son bilan et que je lui donne son écrit. Il est finalement le messager du message qui le concerne, à transmettre à un éventuel médecin ou rééducateur à son bon vouloir. Cet entretien de restitution, c'est un espace-temps particulier. Il signe la fin du bilan. C'est potentiellement la dernière rencontre que l'on a avec le patient. Durant ce temps, le psychologue restitue à la fois oralement et à l'écrit ses observations, ses conclusions, ses préconisations. Et ce qui est écrit n'est pas ce qui est dit. En ce sens, l'entretien de restitution est un interstice, pour reprendre le concept de René Roussim. L'espace interstitiel permet de faire le lien entre le dedans et le dehors, l'avant et l'après-bilan, le jargon du compte-rendu écrit et une forme de vulgarisation des concepts permettant de rendre intelligible le propos du psychologue pour le patient.
En effet, lorsque le psychologue restitue au sujet, il se voit dans l'obligation de rendre accessible son propos. Il est évident que je ne peux pas dire qu'il y a un trouble de l'attention sélective associé à un trouble des fonctions exécutives et qu'au niveau de la mémoire de travail de la boucle phonologique, c'est pas fou, quoi. Pas dire ça. Le patient, il va me regarder avec des yeux. Donc, je rends intelligible le propos. Ces temps d'explication de la plainte permet de donner du sens, d'expliquer les processus en jeu, de proposer des éventuelles pistes pour aider le sujet face à cette plainte. Une fois la restitution faite, le sujet lui-même est en mesure de restituer quelque chose sous la forme de la question que je lui pose en général pour chaque patient, qui est « Est-ce que ça vous parle ?» Le sujet donne alors ses pensées brutes, peut re-questionner le professionnel. Les éléments bêta n'ont pas toujours l'occasion d'être repris et élaborés en éléments alpha, puisque nécessitant un travail d'après-coup. Nous lançons donc, en tant que neuropsychologue, des bouteilles à la mer en espérant que le sujet les réceptionne. Alors, je vais vous montrer, moi, ce que je fais en bilan neuropsychologique quand je dois restituer. Je l'ai fait en une seule diapo, mais en vrai, ça s'affiche petit à petit. Moi, j'explique aux patients que globalement, on regarde son efficience cognitive globale. C'est la première chose que je regarde. C'est une sorte de moyenne générale. C'est comme à l'école. On a français, on a maths, on a histoire. J'ai le droit d'avoir 8 en histoire. Si j'ai 12 en français, à la fin, j'ai la moyenne. Voilà. Et que l'efficience cognitive globale, finalement, c'est comment ça va réussir à s'équilibrer entre les choses qui fonctionnent moins bien et les choses qui fonctionnent mieux. Ensuite, je leur dis qu'on regarde 3 groupes de fonctions. Les fonctions instrumentales, avec le langage, je vous le dis vraiment comme je le dis, le langage, les praxis, c'est-à-dire les gestes, et les gnosies, c'est-à-dire la capacité de reconnaissance. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça nous est tous déjà arrivé de croiser quelqu'un dans la rue et se dire « Purée, je le connais, mais c'est qui ?» Et en général, en plus, ce quelqu'un nous reconnaît hyper bien. Et donc là, on est dans un mode « salut !» Voilà, on est un peu gêné. Et bien, c'est parce que les gnosies se sont activées, mais que la personne, comme on souvent la croise dans un contexte différent du contexte habituel, en fait, le lien avec la mémoire ne s'est pas fait. Ensuite, on regarde les fonctions mnésiques. Donc, la mémoire de travail, c'est une mémoire assez à court terme, moins de 20 minutes en général, où on va chercher à retenir des informations de manière très brève. Par exemple, vous allez chez un ami, vous êtes en bas de chez lui, il y a un digicode, vous ne le connaissez pas, vous appelez votre ami, il vous dit c'est 3428. Vous raccrochez, vous tapez 3428, vous rentrez, vous passez une super soirée, et si vous revenez le week-end d'après, la 3428, vous ne savez plus. C'est la même chose quand quelqu'un vous laisse un numéro de téléphone sur votre boîte vocale et que vous êtes en mode auto-répétition mentale, la fameuse boucle phonologique, et que du coup vous notez vite le numéro, à la seconde où il est noté, on l'a oublié. Donc c'est une mémoire temporaire. La mémoire épisodique, c'est tout ce qu'on a vécu personnellement, ce que vous vous êtes raconté ce midi devant le super buffet, ce qu'on a fait aujourd'hui, comment vous étiez habillé hier, votre dernier anniversaire, etc., etc. Tout ce que vous vivez personnellement. Et je leur explique que, souvent la mémoire sémantique, je la mets parce qu'il y a eu des troubles du langage, pour expliquer que la plupart du temps, les patients quand ils sont devant moi, ils ont rarement des troubles du langage massif. Ils passent d'abord chez l'orthophoniste. Mais je leur explique que la mémoire sémantique, c'est la mémoire finalement des connaissances générales sur le monde. C'est grâce à ça que vous pouvez dire que la capitale de la France, c'est, vous m'entendez, Paris. Voilà. Ensuite, je regarde un troisième groupe, le groupe des fonctions attentionnelles, avec l'attention sélective. C'est la capacité, par exemple, à repérer des panneaux stop dans la rue quand on est en voiture, pour pouvoir s'arrêter devant. Voilà, c'est la capacité à sélectionner un élément au milieu d'autres éléments. Ensuite, il y a l'attention soutenue, c'est celle que je suis en train de mobiliser chez vous actuellement, c'est-à-dire que je maintiens longtemps dans le temps votre attention. Et enfin, l'attention divisée, c'est faire 2 tâches ou plusieurs en même temps, c'est-à-dire une attention du quotidien finalement. C'est l'exacte attention que je mobilise lorsque mes enfants me parlent en même temps que je reçois un appel, que mon mari me demande ce qu'on mange ce soir et que, parce que je ne réponds pas, mon fils tire sur mon pantalon. Voilà, l'attention divisée. Et enfin, il y a une fonction transversale qu'on appelle les fonctions exécutives, qui jouent le rôle de chef d'orchestre. Voilà. Et donc, parfois, tout fonctionne bien. Mais si le chef d'orchestre, lui, est fatigué ou endormi, ou qu'il est parti se balader, en fait, ça désorganise le tout.
Si on imagine que les fonctions instrumentales sont un violon, que les fonctions de musique un piano, que les fonctions attentionnelles sont une flûte, eh bien, quand les fonctions exécutives ne sont pas efficaces, ça peut donner un violon qui joue du Tchaïkovski pendant que le piano joue du Mozart et que la flûte joue du Chopin. Et ils ont beau être tous de bons musiciens, eh bien, tous ensemble, ça donne une cacophonie. Donc, j'explique aux patients que moi, mon rôle, c'est d'essayer de comprendre finalement est-ce que leur fonctionnement est harmonieux ou est-ce que c'est cacophonique. Et auquel cas, on propose des solutions pour essayer d'améliorer les choses. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai construit un peu au fil de ma pratique. Le temps du bilan, c'est pas seulement un espace-temps, il s'appuie aussi sur une alliance thérapeutique solide. On en a parlé juste avant avec Julie. C'est le socle indéniable de la thérapie, quand bien même elle est contenue dans un espace très court. La bienveillance et l'empathie sont les valeurs clés de ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un moment pas facile pour le patient. Il arrive avec une question qu'il se pose, on y répond. Parfois, on y répond avec des réponses qu'il n'a pas envie d'avoir. On arrive avec des possibles pathologies. Et sans bienveillance et sans empathie, eh bien, c'est difficile d'effectuer correctement le travail sans qu'il soit traumatique. Dans cet espace-temps particulier, c'est ainsi qu'une chimère se crée, pour reprendre la notion de Demusan, constituée de la rencontre des deux appareils psychiques du thérapeute et du patient. Un patient apporte au psychologue autant que le psychologue apporte au patient. Je ne compte plus le nombre de fois où, avec des collègues, nous avons échangé autour de cas atypiques, des profils cognitifs aux contours mystérieux, éveillant ainsi notre intérêt scientifique, nous autorisant à sortir de la routine du travail de bilan. Nous voilà dans le temps de la séparation. Le psychologue, dans un dernier acte de transmission, remet physiquement le compte-rendu au patient. La chimère s'évapore, mais elle ne disparaît pas. Alors, l'après-coup de ce bilan, que se passe-t-il ? Entre souvenirs et traces psychiques, la restitution est marquée par une forte attente tant du côté du sujet que du psychologue. Cette attente, elle peut être anxieuse dans la crainte d'un diagnostic défavorable, dans la plupart des cas, la crainte d'une maladie neurodégénérative, mais pour le psychologue aussi, la crainte de devoir l'annoncer. Si on ne fait pas l'annonce diagnostique en elle-même, il est quand même écrit dans notre compte-rendu que ce n'est pas incompatible avec telle et telle pathologie. Ou s'inscrivant dans la énième démarche pour le patient face à une difficulté à obtenir un diagnostic et donc un traitement adapté, permettant de réduire les symptômes bruyants, faisant souffrance de la maladie. Lorsque je les revois pour un éventuel bilantage à distance, tous me font part de la même chose. Ils ont bien compris ce que je leur ai dit, sur le fond. Mais ils ne sont pas capables d'en redire quoi que ce soit. Certains courageux me proposent sous l'angle de la boutade c'est trop technique, il faut avoir un bac plus 1000 pour comprendre. Mon questionnement a alors évolué vers l'usage du jargon professionnel et l'intérêt d'épurer le compte-rendu. Je suis donc partie voir mes collègues, médecins, rééducateurs. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils ont compris de mes écrits. Nombreux sont ceux qui m'ont regardé avec les yeux ronds, genre, fallait pas poser cette question. Certains se sont risqués, non sans mal, à expliquer leur part de compréhension. Quelques-uns m'ont dit, en tout cas, ça a l'air sérieux, avec tous ces tableaux, ces chiffres, ces calculs, ces grands mots. Alors à quoi bon réaliser un écrit, qui somme toute me prend quand même beaucoup de temps, si je suis la seule en mesure de le comprendre ? L'objectif du bilan est-il de faire en sorte que le patient soit marqué par le souvenir conscient de la rencontre et des résultats ? Ce souvenir, comme disait Fellini, c'est transformer ce qui nous est arrivé. Le mécanisme du souvenir est donc le même qui soutient le procédé de transmission. Il me semble qu'un enjeu parallèle se déroule sous-jacent, silencieux en apparence mais très vivace inconsciemment, la trace de la rencontre. Pour reprendre les mots de Pontalis, le souvenir n'est évoqué que si en lui se sont déposées des traces. Il est figurable, la trace ne l'est pas. C'est ce qui fait qu'un bilan peut être si marquant alors même qu'un souvenir est si flou. Nous l'avons vu, la profession de psychologue porte en elle la trace inconsciente de son histoire, dont certains fragments liés à la symétrie soignant-soigné peuvent se retrouver dans l'exercice du bilan. Nos écrits occupent une place particulière faisant office de trace de ce qui a été déposé dans cet espace-temps chimérique que constitue le bilan. Le bilan doit s'adresser au patient lui-même. Si les chiffres ne peuvent être dissociés des conclusions, comme l'ont montré Moroni et Narme, le psychologue se doit de rendre intelligible son propos en usant par exemple de métaphores, en proposant une trace écrite de ces explications de manière vulgarisée, permettant à la trace sensorielle de perdurer.
Car sans alliance thérapeutique solide, la pensée est bloquée, la compréhension empêchée, l'impression d'avoir livré en vain une fois de plus son histoire, venant dominer le tableau. Le jargon professionnel doit être réservé aux professionnels à condition que ces derniers se comprennent entre eux, et il tient à nous de s'en assurer. Pour reprendre la formulation de Schelling, il semblerait que nous soyons face à un dilemme: comment repérer et utiliser les mots nécessaires à l'exercice de nos métiers tout en évitant ceux qui essentialisent et appauvrissent l'accompagnement ou l'intervention. Le jargon ne serait-il pas finalement un langage de soi à soi? Il n'existe en effet que deux solutions face à l'incompréhension: le rejet ou la rencontre manquée. Il en va de notre responsabilité de faire en sorte que la rencontre puisse réellement avoir lieu, et pas seulement physiquement. Concernant le lien avec les autres professionnels, il arrive que nous soyons en désaccord, que nos avis divergent. Le rôle du psychologue, je pense qu'on l'a vu beaucoup aujourd'hui, est de maintenir le lien, la communication, de faire en sorte que l'autre reste au bout du fil. Les conflits sont inévitables, la collaboration est essentielle. C'est la capacité à gérer le conflit qui permet de faire équipe pour le bien du patient. Pour conclure, en reprenant la métaphore de l'orchestre, le jargon serait une sorte de musique sans notes, et je rajouterais, dont le chef d'orchestre est le patient. Merci.